Et je vais vous parler, moi, de l'apport des nouveaux médicaments anti-hyperglycémiants dans la prévention, dans la prise en charge de l'évolution de la maladie rénale chronique. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Halimi, parmi les complications du diabète, la maladie rénale chronique, finalement, c'est ce qui reste parfaitement stable. Et pour autant, on fait tout ce que a proposé le professeur Baudusseau. On a tous une prise en charge multifactorielle de nos patients. Ça ne suffit pas, mais heureusement, on a des nouvelles classes thérapeutiques qui, vous allez le voir, sont très prometteuses pour réduire cette complication qui altère à la fois le pronostic rénal, mais aussi le pronostic cardiovasculaire, et donc qui est une principale cause de mortalité des patients. Alors, dans les nouvelles molécules, qui sont plus si nouvelles que ça, finalement, au bout de toutes ces années, les incrétines. Alors, les incrétines, il y en a deux, le GIP et le GLP-1. La première qui a été développée en thérapeutique, c'est basée sur le GLP-1. Vous savez que le GLP-1 a un effet améliore la glycémie en stimulant l'insulinosécrétion, en inhibant la sécrétion de glucagon de façon glucodépendante. Un effet également de ralentissement de la vidange gastrique qui réduit l'excursion glycémique et qui a un effet également sur l'équilibre glycémique. Et puis un autre effet central sur le cerveau, sur les centres de l'appétit, en réduisant l'appétit. Et ces deux effets combinés, le ralentissement de la vidange gastrique qui provoque une satiété et l'effet satiétogène sur le cerveau, permettent d'espérer d'obtenir chez les patients répondeurs une perte de poids. Donc comment est-ce qu'on a développé, quels sont les traitements qui ont été développés, puisque le GLP-1 physiologiquement est dégradé en quelques minutes par une enzyme ubiquitaire, la dipeptidylpeptidase 4, on a développé deux types de traitements, les inhibiteurs de cette enzyme qui vont restaurer des taux physiologiques de GLP-1 et les agonistes du récepteur du GLP-1. Dans la chaîne peptidique du GLP-1, on a modifié un ou deux points et ils ne sont plus reconnus par la DPP4, non dégradés. Et là, on a des taux très supraphysiologiques de GLP-1. Alors, qu'ont démontré, surtout les agonistes du récepteur du GLP-1, eh bien, une efficacité sur l'HbA1c, moins 1,2 à moins 1,5 points d'hémoglobine glyquée, une perte de poids, pas d'hypoglycémie, puisque c'est un effet glucodépendant, pas de titration en dehors de la majoration progressive de la dose pour améliorer la tolérance. Et puis surtout, on va le voir, un bénéfice cardio-rénal. Les inconvénients et les freins de l'utilisation de son traitement, c'est le mode d'administration qui pour l'instant est injectable, mais des formes d'agonistes du récepteur du GLP-1 oraux sont en cours de développement. Le coût élevé du traitement, les effets secondaires digestifs qui sont liés en partie au mode d'action et en particulier au ralentissement de la vidange gastrique, et puis l'existence de non-répondeurs. Certains patients vont améliorer leur hémoglobine glyquée et leur poids, certains patients vont améliorer uniquement l'hémoglobine glyquée mais ne perdront pas de poids, certains vont perdre du poids sans améliorer l'équilibre glycémique et certains ne répondent pas du tout. La première étude qui a été publiée avec les agonistes du récepteur du GLP-1, c'est la grande étude LEADER en 2015. C'était une étude vraiment qui a marqué, comme l'UKPDS et le DCCT, je pense, l'histoire de la diabétologie. C'est une étude de sécurité cardiovasculaire qui comparait le liraglutide à un placebo et qui évaluait la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs, les MACE. Dans cette étude, il y avait un critère secondaire qui était l'évaluation des événements rénaux. Alors, qu'est-ce que c'était les événements rénaux? Doublement de la créate, mise en dialyse, mort d'origine rénale et apparition et persistance de la macroalbuminurie. Et vous voyez que dans cette étude, après la randomisation, le bras placebo et liraglutide se divisaient assez rapidement pour démontrer un bénéfice sur ce critère rénal composite grâce à l'agoniste du récepteur du GLP-1. Alors quand on regardait un petit peu le détail, le professeur Baudusseau en a parlé un petit peu tout à l'heure, finalement ce critère composite rénal, il était très significatif quand il comprenait la réduction de la macroalbuminurie, mais quand on enlevait ce critère et qu'on ne comparait que le doublement de la créate,
l'apparition de la mise en dialyse et la mort d'origine rénale, eh bien ce critère devenait non significatif. Donc l'efficacité des agonistes du récepteur du GLP-1 dans la maladie rénale chronique, c'est sur la réduction d'un marqueur intermédiaire qui est l'excrétion urinaire d'albumine. Dans cette famille thérapeutique, on a démontré aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, une réduction des MACE de 14%, des infarctus, des AVC, de la mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire que tous les critères composants du MACE vont dans le même sens. On a démontré une diminution de la mortalité totale et une diminution de 11% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. La deuxième classe thérapeutique, ce sont les inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose de type 2. Alors ces molécules sont très intéressantes parce qu'elles ont un mode d'action complètement original qui ne va cibler que le rein et qui est indépendant complètement du pancréas. Ces traitements vont, on va le voir, diminuer la réabsorption du glucose au niveau rénal, induire une glycosurie et par là même améliorer la glycémie, l'équilibre glycémique, induire une perte de sel, donc une amélioration de la pression artérielle et également une perte de poids. Les avantages de ces traitements, c'est l'utilisation de la voie orale. Ces médicaments seront actifs finalement quel que soit le degré d'insulinopénie. Ils induisent par leur effet natriurétique une baisse de la pression artérielle, une baisse du poids. Ils n'induisent pas d'hypoglycémie et, on va le voir, ils ont démontré une protection cardiovasculaire et une protection rénale. Les effets secondaires, on en reparlera dans les précautions d'emploi, c'est un effet modéré sur la glycémie lorsque le débit de filtration glomérulaire diminue, puisque le mode d'action repose sur le débit de filtration glomérulaire. L'apparition de mycoses génitales, surtout chez les femmes, des vulvovaginites, un peu moins chez les hommes, les balanites, mais qui répondent bien au traitement simple. L'hypovolémie, du fait de la diurèse osmotique, qui peut poser des soucis chez des patients qui, par exemple, ont une hypotension orthostatique. Les acidocétoses euglycémiques, on pourra en dire un mot tout à l'heure, c'est un événement rare qui survient dans des circonstances très particulières. Et puis les amputations, à un moment on s'est posé cette question, mais ça a été décrit uniquement avec une molécule, la canagliflozine, et dans une seule étude, Canvas, et ça n'a pas du tout été retrouvé avec les autres molécules ou avec la canagliflozine dans toutes les autres études qui ont été publiées. Donc, finalement, une balance bénéfice-risque largement en faveur des bénéfices de cette classe thérapeutique. Alors, comment ça marche? Vous voyez que normalement, au niveau du glomérule, il y a à peu près 180 grammes de glucose qui sont filtrés et réabsorbés tous les jours. La réabsorption, c'est un phénomène actif avec des cotransporteurs sodium-glucose de type 2, ici, qui sont plutôt dans la partie initiale du tube contourné proximal, et les cotransporteurs SGLT1 qui sont un peu plus en distalité. La réabsorption du glucose se fait 90% au niveau des SGLT2 et 10% au niveau des SGLT1. Et physiologiquement, chez le patient qui ne vit pas avec un diabète, il n'y a pas de glycosurie. Chez le patient qui vit avec un diabète, il y a deux phénomènes. C'est une augmentation du taux de réabsorption rénale qui est un peu plus haut et une augmentation du nombre de ces cotransporteurs qui aggrave ainsi le système de réabsorption du glucose au niveau rénal. En inhibant ces cotransporteurs sodium-glucose de type 2, eh bien, on va empêcher cette réabsorption rénale, induire une glycosurie, éliminer du glucose dans les urines, améliorer l'équilibre glycémique, améliorer le poids. À chaque fois qu'on perd 1 gramme de sucre, on perd 4 calories. Et améliorer aussi, c'est un cotransporteur, la pression artérielle systolique de 4 à 6 mm de mercure du fait de la natriurèse. Alors, on a beaucoup montré et parlé du glomérule rénal. On a parlé de l'effet des bloqueurs du système rénine-angiotensine
sur la vasodilatation de l'artère efférente. Les inhibiteurs du SGLT2 vont induire une vasoconstriction de cette artère efférente parce qu'il va y avoir un peu plus de sodium dans les urines, et cette augmentation du sodium qui va arriver au niveau de la macula densa va induire une vasoconstriction de cette artériole afférente. Vous voyez que l'action des inhibiteurs du SGLT2 et l'action des bloqueurs du système angiotensine sont complémentaires et permettent de réduire la pression intraglomérulaire qui conduit, comme on l'a vu, à la glomérulosclérose. Donc c'est un effet additif et complémentaire. Dans l'étude EMPA-REG Outcome, qui a évalué la sécurité cardiovasculaire de l'empagliflozine, un des critères secondaires, c'était l'évaluation d'un critère composite rénal qui comportait le doublement de la créate, la mise en dialyse et la mort d'origine rénale. Et là, vous voyez que les courbes se dissocient très rapidement, avec une puissance d'action qui est énorme. Vous voyez que la réduction, le hazard ratio est à 0,54. On a donc, avec l'empagliflozine versus placebo, 46% de réduction de ces événements rénaux très cliniquement significatifs, des chiffres qu'on n'avait jamais vus avant et qui dépassent même, finalement, depuis les bloqueurs du système rénine-angiotensine. C'est la meilleure amélioration en tout cas sur la conséquence de cette protéinurie et de la maladie rénale chronique. On l'a vu, les inhibiteurs du SGLT2 jouent sur l'hémodynamique rénale au niveau du glomérule, et ça a une petite conséquence pratique. On peut observer, et c'est le cas aussi avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, en début de traitement, ce qu'on appelle un petit dip rénal, une diminution initiale du débit de filtration glomérulaire, qui va se corriger par la suite, comme avec les IEC et les ARA2. Et quand on compare, ici c'était la canagliflozine versus le glimépiride qui est en orange, vous voyez que si sous canagliflozine le DFG baisse un peu initialement, la baisse ensuite est bien moindre que sous glimépiride. Les courbes, elles se croisent entre 4 et 8 semaines. Donc ce petit dip rénal est attendu, il est lié au mode d'action de la molécule, et il n'est pas du tout péjoratif. En tout cas, ça n'empêche pas le traitement d'être particulièrement efficace sur la maladie rénale chronique. Alors, qu'est-ce qu'ont montré les inhibiteurs du SGLT2 si on regarde toutes ces études de sécurité cardiovasculaire? Une diminution du MACE de 10%, avec une diminution des infarctus. Les AVC, ça ne sort pas, probablement en raison de l'hémoconcentration qui est induite par cette molécule. Une baisse de la mortalité cardiovasculaire, de la mortalité totale, et outre la diminution incroyable de la maladie rénale chronique, on a aussi, avec ces molécules, une diminution qui n'était pas vraiment attendue, des hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 32%. Et ça a été une très bonne découverte finalement dans ces études de sécurité cardiovasculaire, parce qu'on ne s'attendait pas à ces résultats avec ces molécules. Donc si on résume un petit peu ce que ces molécules ont démontré, les inhibiteurs du SGLT2, 3 études principales, EMPA-REG avec l'empagliflozine, Declartimi avec la dapagliflozine et Canvas avec la canagliflozine, eh bien, un bénéfice cardiovasculaire et rénal, cardiovasculaire dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Là, les cardiologues avaient d'autres traitements, mais maintenant, les inhibiteurs du SGLT2 sont en première ligne. C'est ce qu'on appelle les 4 fantastiques avec les bêta-bloquants. Et aussi dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, pour laquelle les cardiologues n'avaient aucun traitement qui ne fonctionnait. Autre élément, la maladie rénale chronique. Ça a été démontré dans 3 études, Crédence, DAPA-CKD et EMPA-Kidney, avec finalement un bénéfice dans ces 2 indications, même en l'absence de diabète. Et ces molécules, elles vont échapper complètement aux diabétologues et elles sont utilisées de façon courante par les cardiologues et les néphrologues, même chez des patients qui n'ont pas de diabète. Alors, les éléments à surveiller sous inhibiteurs du SGLT2, le risque d'hypoglycémie. Alors, en soi, les médicaments n'induisent pas d'hypoglycémie, mais ils vont avoir un effet sur la baisse de la glycémie,
avec on en espère une baisse d'hémoglobine glyquée de 0,8 à 0,9%. Donc quand on est amené à rajouter ce traitement chez un patient qui, par ailleurs, prend des traitements à risque d'hypoglycémie, l'insuline, les sulfamides, eh bien, il faut parfois réduire les autres traitements lors de l'introduction de la glyphosine, en particulier si l'hémoglobine glyquée de départ est inférieure à 7,5. Si votre patient a 8 ou 8,5, vous pouvez tout rajouter, il n'y aura pas de risque d'hypoglycémie. En revanche, si l'HbA1c est autour de 7, 7,5, là, il y aura un peu plus de risque d'hypoglycémie. Les infections génitales mycosiques, on en a parlé, c'est surtout les femmes, surtout en début de traitement. Il est inutile d'arrêter la glyphosine, on va traiter de façon symptomatique et en général ça ne récidive pas. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler des conseils d'hygiène un peu intime aux patients pour éviter cette complication. Troisième effet secondaire, la déplétion volémique, l'hypotension. Alors, ce n'est pas chez tout le monde. En général, ce sont chez les patients volontiers sous diurétiques, âgés, qui ont déjà une hypotension orthostatique. Et à ce moment-là, il va falloir peut-être diminuer un peu les diurétiques au début de l'instauration du traitement par glyphosine. L'acidocétose euglycémique, elle va survenir chez des patients qui sont insulinopéniques dans des situations un peu particulières, notamment la période périopératoire avec le jeûne, puisque sous inhibiteur du SGLT2, il y a une petite augmentation du glucagon, une augmentation des corps cétoniques qui, dans certaines circonstances, peut favoriser l'apparition de ces acidocétoses qui ont la particularité piège de survenir pour des niveaux de glycémie peu élevés, donc on n'y pense pas forcément. Il faut écouter les symptômes du patient et ne pas hésiter à mesurer ses corps cétoniques dans des situations particulières. Et la prévention, surtout, c'est d'arrêter les glyphosines 3 jours avant une opération chirurgicale. Et puis on en a parlé rapidement, les amputations des membres inférieurs, il n'y a pas forcément de lien direct, mais en tout cas, il y a de l'éducation à faire auprès des patients qui vivent avec un diabète sur l'hygiène, l'inspection des pieds et peut-être être vigilant chez les patients artériopathes qui ont une plaie peut-être avec ces traitements. Alors, ça, c'est ce qu'on a déjà dans notre pratique quotidienne. Il y a 2 molécules qui vont arriver et qui sont très prometteuses. On a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la finérénone, qui est un antagoniste non stéroïdien du récepteur des minéralocorticoïdes, qui va bientôt sortir. Et il y a 2 études qui ont été réalisées, Figaro pour évaluer le bénéfice cardiovasculaire et Fidelio pour évaluer le bénéfice rénal de cette molécule. On a regroupé ces 2 études dans la grande étude Fidelity et elle démontre que par rapport à un placebo, chez les patients diabétiques, la finérénone va réduire de 14% le risque d'événements cardiovasculaires et de 23% le risque de progression de la maladie rénale chronique. Donc c'est un effet qui est très intéressant et qui va s'intéresser principalement aux patients diabétiques de type 2 qui ont une protéinurie, une maladie rénale chronique. La deuxième molécule très très prometteuse, c'est une molécule qui est un co-agoniste GIP-GLP1, le tirzépatide, qui va s'appeler Mounjaro, et qui est d'une très grande puissance en termes de réduction d'HbA1c. Vous voyez que par rapport au sémaglutide 1 mg, qui est à ce jour la molécule la plus puissante pour la réduction de l'hémoglobine glyquée, vous voyez que le tirzépatide fait beaucoup mieux, avec une réduction de 2,3%, 2,3 points d'hémoglobine glyquée. Si on compare en termes de réduction de poids, il fait mieux que le sémaglutide, mais là c'est une étude versus placebo. Vous voyez qu'on a des réductions de poids très importantes, de l'ordre de 22,5% du poids, ça fait 12 à 15 kilos en fonction des patients. Donc c'est un effet métabolique vraiment très important. Et dans une des études de développement de ce tirzépatide, c'est le programme SURPASS, dans l'étude SURPASS 4 qui comparait le tirzépatide à la glargine, on démontre que le
tirzépatide diminue le RAC, le ratio albumine-créatinine-urie, et donc ça potentiellement a un effet protecteur. Et ça a été confirmé. Il y a le congrès de l'EASD en ce moment, et ça a été démontré dans une grande méta-analyse sur tout le programme SURPASS. Donc la stratégie thérapeutique, ce que propose la HAS en France, c'est un peu obsolète. En tout cas, ça ne fait pas du tout mention et ça ne tient pas du tout compte d'une éventuelle maladie rénale chronique. C'est juste glucocentré. Ce n'est plus d'actualité. En revanche, la Société francophone du diabète, elle a pris en compte cette maladie rénale chronique et elle différencie la situation commune des situations particulières. Dans la situation commune, le patient qui n'est pas âgé, qui n'a pas d'obésité, qui a un IMC inférieur à 35, pas de maladie rénale chronique, on va commencer par la metformine et intensifier ensuite par soit les DPP4, les inhibiteurs du SGLT2 ou les agonistes du récepteur du GLP1. Et chez le patient qui a une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, là c'est très important parce qu'après la metformine, qui pour nous diabétologues reste la molécule de première intention, on va rajouter un traitement protecteur et on va rajouter ce traitement protecteur même si le patient sous metformine est déjà son objectif d'HbA1c. On va rajouter, quel que soit l'HbA1c, un inhibiteur des SGLT2 dans la maladie rénale chronique ou dans l'insuffisance cardiaque. Les agonistes du récepteur du GLP1, vous voyez qu'ils ont un niveau de preuve un peu inférieur et on les rajoutera que si on n'est pas à notre objectif d'hémoglobine glyquée. Je finirai sur ce schéma qui a déjà été présenté en partie, notamment la première ligne, le mode de vie. Ensuite, vous voyez que ce que propose KDIGO, c'est SGLT2, metformine, très rapidement pour le diabète en première intention. Ensuite, on recourra aux autres traitements si on n'est pas à notre objectif d'HbA1c. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine, un élément qu'on n'a pas dit, mais à dose maximale tolérée, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une première posologie. Il faut vraiment avoir la posologie maximale tolérée du bloqueur du système rénine-angiotensine. Ensuite, les agonistes non stéroïdiens, la finérénone, en deuxième intention. Le patient est déjà sous bloqueur du système rénine-angiotensine, inhibiteur du SGLT2, on rajoute la finérénone. Voilà, je vous remercie de votre attention.